le fait que les frais d'entrée ne doivent pas être supérieurs à 1% aujourd'hui, vu l'offre qu'il y a sur les marchés, et que les frais d'arbitrage ne doivent pas exister. On ne doit pas prendre des frais sur des frais. Donc, c'est important que votre conseiller mange, oui, mais c'est important que vous mangiez plus que lui. Je suis ni fervent défendeur de la gestion active, ni fervent défendeur de la gestion passive. Par contre, je vais choisir le meilleur placement pour mon client. Donc si un ETF est meilleur que la gestion active, je vais choisir l'ETF. Et si dans une certaine gestion, dans un certain domaine, dans un certain secteur, la gestion active est meilleure que la gestion passive, je vais choisir la gestion active. Un client va pouvoir avoir cette ressource pour savoir si ce qu'on lui vend, c'est bien ou pas bien. Et ça, c'est génial. Ça veut donc dire que les bons conseillers, des personnes comme nous, qui essayons vraiment d'être honnêtes avec nos clients et de parler en toute transparence et vraiment en toute confiance, c'est ça qui va être le métier du conseiller en gestion de patrimoine dans 10 ans. Ça, j'en suis persuadé. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérémy Doyen du cabinet gestion patrimoniale, donc Bonnet Doyen Conseil. Salut Jérémy. Salut Ismaël, merci de m'accueillir sur Poitiers. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est une émission là, qu'on réalise en direct de Poitiers. On est installé dans l'un de mes appartements. Et donc, c'est vraiment sympa que tu aies pu faire le déplacement. En plus, tu es originaire de Poitiers, on y reviendra un petit peu. On va faire une émission vraiment passionnante sur tout l'univers un petit peu de la gestion patrimoniale dans son ensemble, savoir à qui s'adressent les conseillers en gestion patrimoniaux, est-ce qu'il faut être une grande fortune pour faire appel à vos services, oui, non, qu'est-ce qu'il y a un petit peu derrière tout ça et quelle est ta vision, votre vision au sein du cabinet pour tout simplement prendre en main ses finances personnelles de la bonne manière. Jérémy, toi, donc je te disais, tu es originaire de Poitiers. Actuellement, donc tu exerces sur Paris. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est gentil en tout cas de m'avoir rapidement présenté, Ismaël. Je vais me présenter moi-même. C'est vrai que c'est donc Jérémy Doyen, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Avant, j'étais ancien banquier privé chez BNP Paribas. Yes. Puis avant ça, j'avais fait un master en gestion de patrimoine. Donc j'avais fait une petite expérience assez rapide chez BNP Paribas Banque Privée de 3 ans. J'étais passé conseiller banque privée, gestion de grandes relations, donc c'est-à-dire les personnes qui ont entre 1 et 5 millions d'euros d'avoirs financiers au sein de la banque BNP Paribas. Puis après ça, j'ai rencontré mon associé Guillaume Bonnet directement à la BNP Paribas et on s'est lancés tous les deux, maintenant il y a plus de 3 ans, en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour le cabinet Bonnet et Doyen Conseil. On est bien indépendant, on est détenu par aucune autre société au-dessus. Ok, d'accord, et ça c'est important, on y reviendra un petit peu sur les différentes formes que les CGP peuvent avoir, affiliés ou pas des réseaux. Exactement. Donc oui, un parcours intéressant en banque privée, tu te lances comme ça, tu es relativement jeune, on en parlait tout à l'heure, tu as 28 ans, donc ça fait 3 ans, donc à l'âge de tes 25 ans, tu lances ce cabinet. Comment on rentre, peut-être à 20 ans, je ne sais pas, comme conseiller banquier privé? Eh bien, pour rentrer directement dans la banque privée sur Paris, j'étais dans le 17e, il faut avoir un master en gestion de patrimoine. Donc ça, c'est obligatoire. Il y a certains masters qui sont réputés et qui permettent d'être directement banquier privé. Okay. D'autres vont plutôt permettre d'être banquier classique et d'avoir une évolution de carrière par la suite vers banquier privé. Aujourd'hui, on avait fait un master qui était de très haute qualité, le master de Clermont-Ferrand, et qui m'avait permis du coup d'accéder au poste de banquier privé directement. Donc c'est vrai que banquier privé, c'est un grand nom, mais au final, on fait la même gestion qu'une banque classique, mais avec des personnes qui ont un peu plus d'argent. Ok, ouais, super intéressant. Ouais. Et pourquoi ce choix alors donc d'avoir pivoté, parce que j'imagine que tu étais quand même assez confortable sur ce poste. Pourquoi ce choix d'avoir pivoté, d'avoir voulu créer ce cabinet? Justement, tu viens de le dire, parce que c'était trop confortable. Et moi, j'aime bien un peu le danger. Donc c'est vrai que déjà, premièrement, on a beaucoup d'objectifs commerciaux quand on est en banque. Ouais. On va être attaché donc à une entité avec des objectifs commerciaux, des managers qui relancent sur les objectifs commerciaux. Et c'est vrai que je ne voyais pas forcément trop l'intérêt client au final, mais plutôt l'objectif commercial de vendre un produit à un client. Et c'est vraiment différent. L'approche est différente quand on est en banque privée, parce qu'en plus de ça, on va vendre que les produits de la banque BNP Paribas et non pas des produits qui peuvent être autres à BNP Paribas. Ou du moins, même s'il y en a d'autres qu'on peut proposer, on va être orienté à vendre le produit de la banque pour des objectifs commerciaux, rentabilité de la banque au final. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on était banquier privé chez BNP Paribas, j'avais une approche très produit et non pas une approche client.
Et quand j'ai rencontré mon associé Guillaume qui voulait se lancer lui également, on a tout de suite décidé de créer le cabinet Bonnet et Doyen Conseil après 2 ans de banque privée pour revenir à l'intérêt client et uniquement à l'intérêt client. Donc on essaye d'accompagner maintenant le client sur ses objectifs d'un point de vue général, que ça soit peut-être des objectifs de transmission, des objectifs de revenus complémentaires, mais également des objectifs de défiscalisation ou de maîtrise de la fiscalité. J'aime pas trop dire le mot défiscalisation. Donc tu te sentais en quelque sorte quand même beaucoup plus commercial que conseiller. Exactement, je me sentais beaucoup plus commercial que conseiller. C'est exactement ça. Pourtant, les CGP, pour certains, ont la réputation, en tout cas, c'est peut-être l'image à tort qui est renvoyée, d'être aussi potentiellement biaisés et commissionnés de par s'ils appartiennent à un réseau ou autre. Ils vont proposer une SCPI, mais avec une rétro-commission, etc., etc. Du coup, peuvent être comme ça qualifiés aussi plus de commerciaux plutôt que conseillers. Alors, on sait qu'il y a plusieurs types de CGP, des CGP qui sont indépendants, vous c'est votre cas, d'autres qui sont affiliés à des réseaux, etc. Comment ça fonctionne un petit peu tout cet univers C'est vrai que c'est un univers qui est assez complexe. Aujourd'hui, il y a 2 formats de CGP. Il y a les formats de CGP totalement indépendants qui ne prennent aucune rétrocommission sur les placements proposés. Attention, du coup, ça s'adresse à une certaine clientèle parce qu'il va falloir payer des honoraires face à ce placement proposé ou à la gestion du placement tout au long de la vie du placement. Il y a les conseillers qui peuvent être indépendants, non affiliés. Ça, c'est de notre côté, on est indépendant, non affilié à un cabinet de conseil. Et on peut aussi être dans notre cabinet indépendant totalement parce que certains clients chez nous travaillent par le biais d'honoraires uniquement et non pas par le biais de rétrocommission. On laisse le choix, nous, aux clients, de choisir entre les honoraires et la rétrocommission en expliquant les avantages et l'inconvénient de chaque placement. Mais c'est vraiment important de comprendre effectivement sur le côté commercial qu'aujourd'hui, je ne vends pas un placement, j'attends de savoir ce que veut le client et je vais plutôt l'accompagner principalement sur un bilan patrimonial, une étude patrimoniale, un travail de gestion pour répondre à ses objectifs. Et s'il y a un placement à mettre en place par la suite, je vais lui conseiller plusieurs placements de plusieurs organismes différents afin qu'il ait vraiment le choix de choisir avec qui il veut travailler, avec quelle banque il veut travailler ou avec quel assureur il va travailler. Et ça, c'est un peu pour moi le métier entre l'indépendance totale et l'indépendance plutôt bien travaillée. Et ouais, forcément, ouais, ça a son effet parce que si on est fortement biaisé, on a beau être la personne peut-être la plus intègre possible, mais bon, à la fin du mois, on a tous besoin de manger. Et à un moment donné, donc oui, c'est sûr que si on est vraiment fortement biaisé, on va peut-être avoir tendance à s'orienter sur uniquement quelques types de produits limités qui ne sont pas forcément correspondent dans l'objectif vraiment du client, dans l'intérêt du client. Donc ouais, c'est important de le rappeler. Pour te dire également, et c'est vrai que là je trouve qu'il y a les bons conseillers et les mauvais conseillers. Si on arrive vers toi et qu'on te vend un produit que tu n'as jamais acheté toi-même, moi je dis toujours à mes clients que s'ils me disent est-ce que j'ai ce produit en portefeuille, pour moi-même, la plupart du temps je vais l'avoir parce que ça répond à mes objectifs également. Bien sûr, pour certains clients, ils vont avoir d'autres objectifs, donc je ne vais pas avoir les mêmes placements qu'eux à chaque fois. Mais dans certains cas, quand je propose une allocation financière ou quand je propose un placement, je vais moi-même l'avoir testé parce que j'y crois et j'ai des convictions à l'intérieur. Et ça, c'est important aussi de noter. C'est-à-dire que pour aller vraiment jusqu'au bout, et je suis persuadé que tu as la même vision que moi du Pinel, de la loi Pinel, je ne vendrai jamais un Pinel à mes clients. Parce qu'un Pinel, pour moi, c'est un investissement qui a un but de défiscalisation uniquement. Et tu le sais toi-même, Ismaël, on est sur un podcast qui parle principalement d'immobilier. Toi, Ismaël, si tu devais faire un investissement immobilier, tu vas choisir l'emplacement, et non pas la défiscalisation. Et c'est pour ça que je ne vends pas de Pinel à mes clients, et j'ai l'honneur de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de CGP qui vendent des Pinel à leurs clients, alors qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Donc voilà où je veux en venir, c'est-à-dire que je vais vendre des produits qui correspondent à mes valeurs, et c'est hyper important de comprendre ça. Ouais, bien sûr, super intéressant, et je partage ton point de vue. Après, même si potentiellement ça peut être adapté dans quelques cas pour quelques clients, mais ça reste une infime minorité, je pense. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, il y a beaucoup de conseillers potentiellement, et même en banque, d'ailleurs, ça se voit qui pousse là-dessus, parce que encore une fois, il y a des rétrocommissions derrière qui sont assez importantes, et ouais, ça répond pas forcément, encore une fois, à l'objectif du client initialement, mais ouais, c'est important de le dire. Et pourtant, la loi Pinel est adaptée. La loi Pinel peut être adaptée à certains objectifs, mais si tu devais faire une loi Pinel, Ismaël, je suis sûr que tu regarderais l'emplacement. Et si la cerise sur le gâteau était la défiscalisation, tu foncerais. Mais si l'emplacement, c'est à côté d'une déchetterie que personne n'a vue ou autre, ça me fait penser à l'expérience de mes parents où un conseiller était venu pour leur vendre un produit Pinel et je leur avais dit surtout pas aller visiter avant d'acheter.
Et c'est le conseil qu'on devrait donner à tout le monde, aller visiter avant d'acheter, aller voir le marché. Et on en parlera plus tard, mais c'est vrai que si tu vas pas voir le marché et que tu achètes comme ça sur plan, la plupart du temps, tu peux être déçu. Mais si tu achètes l'emplacement, et que derrière, tu as la défiscalisation, c'est la bonne cerise sur le gâteau, oui. Exactement, mais ça doit se faire dans ce sens-là, parce que c'est vrai que la défiscalisation, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques un petit peu aux impôts, etc., et se font un petit peu avoir par cette offre commerciale qui est la défiscalisation. Mais indépendamment même de l'emplacement, dans le Pinel, il y a beaucoup de biens qui sont surcotés, parce que forcément, il y a les marges des promoteurs, etc., il y a beaucoup d'intermédiaires dans le process. Ce qui fait que d'une part, on va avoir un bien qui est potentiellement un petit peu surcoté au début, avec des loyers plafonnés. Et donc, ce qu'on va gagner d'un côté en termes d'imposition, on va le perdre même tout de suite en termes de rendement, de rentabilité. Et pourquoi pas même aller à l'encontre de même plus grandes potentielles déconvenues, même à la revente. Parce que le Pinel, souvent, sont des programmes de création de logements, d'immeubles, etc., typiquement avec plusieurs appartements. Et au bout de 9 ans ou 12 ans, à la fin de cet avantage fiscal, on va retrouver potentiellement même tous les biens sur le marché en même temps, etc., etc., ce qui va faire augmenter la concurrence. Et donc, in fine, quand on fait le calcul de la rentabilité globale de la vie de l'investissement, entre l'achat qui était un petit peu surcoté, le rendement qui était moyen, et la revente potentiellement pas terrible non plus, l'avantage du gain fiscal est largement gommé par tout le reste. Donc, ça ne doit pas être le seul attrait, en effet, mais c'est un exemple parfait. Mais je trouve que c'est vrai, c'est hyper important de regarder, comme dans chaque placement, pour moi, je regarde plutôt la rentabilité nette de tout. Ouais. Et c'est ça qu'il faut regarder au final. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, quand on va vers un Pinel, déjà, premièrement, il faut penser aussi à la revente, et donc acheter dans un endroit qui sera intéressant dans 10, 15, 20 ans, et la plupart du temps, comme tu l'as dit, c'est dans 9, 12 ans, 6, 9, 12 ans. Regardez, parce que la plupart des placements sont peu rentables dans le Pinel. La plupart, ça veut dire qu'il y en a qui existent qui sont excellents. Bien sûr. Il faut trouver les bons, il faut bien se faire accompagner et ne pas acheter le produit qu'on va vous vendre par le banquier dans un catalogue sur lequel vous allez tomber. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Exactement. Ouais. Après, ça pourrait se décliner avec le LMNP, c'est pas forcément idéal. Il y a eu la mode des colocations, de la courte durée, etc., etc. Donc voilà, c'est pas forcément le type d'investissement ou l'avantage fiscal qui va se retrouver derrière qui fait la différence. Ouais. En termes de clients, un CGP, du coup, s'adresse à qui? Tu le disais, sur ton expérience de banquier privé, tu étais plutôt à gérer plutôt des fortunes. Aujourd'hui, tu t'adresses à qui? A quand même des personnes qui ont un certain niveau de patrimoine. J'ai dans l'imaginaire, comme ça, je vois peut-être une personne 40, 50 ans, peut-être plus un profil masculin, peut-être, père de famille, etc., peut-être potentiellement cadre, avec un peu de patrimoine. Est-ce que c'est ce stéréotype ou tu vises une fourchette bien plus large de clients à qui tu t'adresses? Le stéréotype que tu viens de donner, c'est plutôt le stéréotype du conseiller en gestion de patrimoine, c'est-à-dire malheureusement l'homme qui va être un peu plus âgé, qui va vouloir faire du conseil et qui va être plutôt masculin. Et c'est totalement en train de se renverser, c'est-à-dire qu'on va aller vers un métier qui va être mix et qui va avoir des conseillers en gestion de patrimoine plutôt jeunes. Tu le vois aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis conseiller en gestion de patrimoine. Et c'est vrai qu'on est en train de renverser un peu le métier par rapport à ça, par rapport à cette approche. Au niveau de la clientèle, ce que tu m'as posé comme question, au niveau de la clientèle, moi j'ai envie de dire que je cherche les personnes qui veulent être entrepreneurs de leur patrimoine. Ça déjà c'est important. Il faut être entrepreneur de son patrimoine parce que si on vient vers moi et qu'on va me dire écoute Jérémy, j'ai 500 € par mois à placer pendant un an, non, on n'est pas entrepreneur de son patrimoine parce que là on fait un objectif très court terme et quand on est entrepreneur de son patrimoine, on va avoir un accompagnement sur le long terme. Après, j'ai pas de palier pour rentrer dans mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ça ne veut pas dire que je prends tout le monde. Je viens de le dire, je prends des entrepreneurs de leur patrimoine. Donc la plupart du temps, les entrepreneurs de leur patrimoine, c'est soit des personnes qui ont des revenus importants et qui veulent placer cette épargne, soit des personnes qui vont vouloir investir dans des actifs financiers et non pas des passifs pour pouvoir développer leur épargne par la suite, ou des personnes qui sont déjà entrepreneurs à la tête d'une société, à la tête d'une micro-entreprise et qui veulent mettre en place des stratégies fiscales, des stratégies d'accompagnement patrimonial pour développer leur épargne financière, développer leur épargne immobilière. Je cherche vraiment l'entrepreneur du patrimoine. Je cherche plutôt moi le client qui est entrepreneur de son patrimoine pour l'accompagner à réussir ses objectifs. Donc il n'y a pas vraiment encore de clientèle type. Dans certains cabinets, pour répondre à la question jusqu'au bout, dans certains cabinets, il va y avoir des avoirs minimum. Dans d'autres, ça va être un profil minimum ou un âge minimum.
Et dans certains, on prend tout. Nous, on ne prend pas tout, on prend vraiment les personnes qui veulent être entrepreneurs de leur patrimoine. Ouais, donc avec en ligne de mire cette vision long terme qui est important à tes yeux. Ouais. Ouais, pour moi, c'est l'accompagnement long terme, en toute confiance et en toute transparence. C'est ce que je dis à tous mes clients. Donc c'est vraiment très important pour eux que quand ils viennent vers moi, s'ils ont un objectif de défiscalisation, et c'est souvent l'objectif impôt qui revient, j'ai pas envie de parler que d'impôt, j'ai envie de parler du reste. Parce que si c'est un objectif d'impôt, il faut parler de tout le reste pour comprendre pourquoi il y a un objectif impôt. Yes. Et c'est là où c'est intéressant et je suis quand même assez admiratif du travail de certains. J'échange avec pas mal de CGP, notamment même sur les réseaux, sur LinkedIn notamment. Et je suis quand même assez admiratif. Et là où je trouve un intérêt quand même, c'est que, à mon sens, un bon CGP doit avoir vraiment une vision 360 et pas juste, tiens, comme tu le dis, j'ai 500 euros à placer là sur un an, ou alors j'ai une poche d'allocation de 10, 500, 50, 500 000 euros à placer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Non, c'est quels sont tes objectifs à long terme, et en fonction, tu construis un petit peu tout ça, mais avec une vision vraiment 360 dans le sens revenus disponibles, épargne disponible, fiscalité, situation patrimoniale aussi, objectif, tu parlais tout à l'heure de transmission. Donc il y a tout cet accompagnement et toute cette vision qui est essentielle, et c'est pas simplement ou comme un banquier, j'ai besoin d'un crédit, il me faut une ligne, etc. Ça va bien plus loin. J'imagine, je vois ça un petit peu à l'image d'un médecin de famille qui accompagnera peut-être à terme aussi, prendra en charge la santé des enfants, etc. Et puis là, à l'image, peut-être potentiellement suivre sur le long terme, tu es encore jeune, mais peut-être des familles, aujourd'hui tu as des clients, et peut-être que dans un cadre patrimonial, ou même on va retrouver, tu parlais de société, il y a beaucoup de SCI familiales, etc. Et donc, comme ça, cet accompagnement sur le long terme avec une vision 360, est ce qui permet certainement d'aiguiller au mieux et de répondre au mieux sur les objectifs globaux et long-termistes des clients que tu accompagnes. Mais c'est exactement ça. Et puis là, tu viens d'utiliser une expression qu'on dit beaucoup à nos clients. On est le médecin de famille, et quand on n'a pas la réponse, on transmet l'information à un autre expert. Et de notre côté, on travaille sous forme de hub de compétences. Donc on a mis un hub de compétences en place avec Guillaume Bonnet, mon associé. Aujourd'hui, maintenant, on est 4 associés dans le cabinet, avec Axel et Joris, qui sont 2 nouveaux associés au cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a envie d'accompagner le client comme un médecin de famille. Donc concrètement, je vais essayer de répondre à tous ses besoins, et si j'ai une demande, je vais la transmettre à un autre expert. Et de notre côté, du coup, ces experts, c'est avocats fiscalistes, experts comptables, juristes et notaires. Et on a 4 personnes qui travaillent avec nous au quotidien, et avec qui on échange presque toutes les semaines sur des dossiers pour accompagner la plupart du temps les chefs d'entreprise, parce que c'est vrai que le chef d'entreprise, quand il a un sujet de société ou autre, a besoin de passer par son conseiller en gestion de patrimoine pour avoir la vision 360, et ensuite va aller voir l'expertise, par exemple pour créer les statuts ou pour faire un bilan de société. Il va falloir passer par un expert comptable. C'est un peu comme ça qu'on travaille au sein de notre cabinet de conseil. Ok, d'accord. Et donc tu prends en charge, combien ça a de portefeuille client, ça représente quoi pour un CGP? Parce que encore une fois, j'imagine qu'il y a de tout, mais c'est quoi? C'est 50, 100 personnes? Pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, je pense qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à 100, 150 clients par conseiller. Donc par conseiller, c'est important de le comprendre. Bien sûr, ça dépend aussi des profils clients. Il y a des profils qui sont très chronophages et d'autres qui ne sont pas du tout chronophages, qu'on va voir 3, 4 fois par an, voire même 2 fois par an seulement. On essaye, nous, d'avoir cette régularité du contact pour vraiment s'éloigner de ce qu'on peut voir en banque. C'est-à-dire vraiment offrir un nouveau modèle, offrir quelque chose où votre conseiller, c'est votre médecin de famille, c'est la personne que vous connaissez, c'est l'ancien banquier, j'ai envie de dire. On revient au modèle d'ancien banquier. Donc la confiance, ça s'accorde, oui, mais ça s'accorde parce qu'on se voit souvent, parce qu'on travaille ensemble et parce qu'on vous accompagne sur vos objectifs. Voilà un petit peu sur le nombre de clients. Je sais que certains conseillers en gestion de patrimoine vont avoir plutôt que 10, 20 clients parce que ce sont des questions de fortune et ils vont avoir ce profil fortune. Et d'autres vont avoir 500 clients par conseiller parce que ce sont des profils, de très petits profils qu'il faut accompagner. Et donc la rentabilité d'un cabinet se travaille sur l'accompagnement global et donc les avoirs global du cabinet en termes de montant géré. Ouais, ok, ouais, super. Bien sûr, c'est aussi d'autres rentabilités derrière. Il peut y avoir la rentabilité par des études patrimoniales, des bilans patrimoniaux, des ventes de placements immobiliers, des ventes de produits. Tout ça, ça fait la rentabilité d'un cabinet. Mais c'est vrai que je ne peux pas répondre sur le nombre de clients exactement. Nous, de notre côté, en tout cas, on s'est mis un objectif de ne pas dépasser 150 clients par conseiller. Ok, ouais, d'accord. J'avais fait une émission avec Romain Jury, qui est banquier à Caisse d'Épargne. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que sur un conseiller classique, en banque, je crois que ça monte, c'est 500 ou 1000 clients. Banquier classique, tout à fait. Et pour les banquiers privés, c'est entre 150 et 300. Ouais, voilà. Et donc, on comprend vite la dépersonnalisation, le manque de connaissances. Et c'est vrai que quand on se pointe souvent vers son conseiller, qui en plus change très très régulièrement,
forcément, 3 mois avant, on a donné un élément qui était important pour contextualiser, mais quand on a le rendez-vous 3 mois après, la personne oublie, etc. Et donc, forcément, on ne va pas être forcément en mesure de répondre aux objectifs globaux. Et ça s'entend clairement. Donc, vous tournez plutôt aux alentours de l'objectif de 100, voire 150 grand maximum, ce qui vous permet d'affiner. Et tu disais, donc, tu as des rendez-vous clients, grosso modo 2, 3 fois par an. 4 fois par an. Ouais. En moyenne, c'est 3 fois par an parce que certains clients vont nous prendre 4 fois par an et d'autres vont faire 1 à 2 fois. Mais en tout cas, nous, on propose et on est proactif là-dessus avec des mails qui sont envoyés à nos clients pour leur proposer un rendez-vous 1 fois tous les 4 mois. Donc, c'est à peu près 3 fois par an. Ok, ouais. Tu parlais de cœur de métier, donc ça va être d'accompagner sur la transmission, pour la création de revenus ou de sources de revenus supplémentaires, de travailler, d'optimiser, d'avoir en tout cas une connaissance, une maîtrise de la fiscalité. Qu'est-ce qui revient le plus? Le sujet qui revient le plus, alors soit c'est le placement, soit c'est la fiscalité. C'est-à-dire comment obtenir une rentabilité sur ces placements et comment réduire ses impôts. C'est vraiment 2 sujets qui reviennent très très souvent. Mais c'est vrai que les placements, c'est une problématique que vont rencontrer encore une fois les banques, dans le sens où aujourd'hui on a une opacité au niveau de la banque qui permet encore deux fois de vendre des produits qui sont non rentables pour les clients sur le long terme, avec des frais de gestion. Tu connais aussi la partie frais et la partie charges qui impactent fortement la rentabilité. Dans l'immobilier, c'est les charges de copro, c'est la taxe foncière, c'est la fiscalité qui va impacter la rentabilité. Dans les placements financiers, c'est les frais. Donc il faut y faire attention entre les frais de surversement. Moi, j'entends encore d'anciens conseillers qui arrivent à prendre 4,5% de frais sur versement. C'est des choses qu'on ne se permettrait même pas avec Guillaume. Donc c'est vrai que c'est attention. Il faut tout regarder et c'est vrai que le placement et l'augmentation de la rentabilité de ces placements est un objectif de nos clients. Et l'autre objectif de nos clients est de préparer et de maîtriser sa fiscalité. Et puis il y a le troisième objectif sur des clients qui sont un peu plus âgés, qui vont approcher les 60, 70 ans, et qui est la préparation de la transmission. Et là, c'est vraiment des créations de sociétés, des donations en démembrement, du travail de transmission avec une analyse globale de leur situation à un instant T, en ayant une projection sur 15 ans. Ouais. Même si les sujets de transmission, pour y revenir sur ce point, ça doit... à mon sens, en tout cas, s'anticiper, se travailler, commencer à y réfléchir bien avant. 40-50 ans, c'est la perfection. Alors que j'ai envie de dire, avant, il faut vraiment avoir un patrimoine très conséquent. À partir de 40-50 ans, c'est bien d'y penser, d'y songer et de savoir s'il y a des choses à faire dès maintenant. La plupart du temps, quand on y songe à 40-50 ans, on va acter des choses avant 60 ans. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre 60 ans pour penser à la transmission. Il faut plutôt commencer vers 40-50 ans déjà à y penser. Et si vous y pensez encore plus tôt, c'est génial. Mais c'est vrai que si vous avez un petit patrimoine, attendre 40-50 ans peut être déjà très bien. Et si vous avez vraiment un énorme patrimoine, à ce moment-là, oui, il faut y penser très tôt. Ouais, parce que j'avais réalisé une émission passionnante avec la notaire maître Juliette Oliveau et c'est vrai, on prenait des exemples, mais vraiment très très simples. Quelqu'un qui fait une acquisition immobilière, sa résidence principale plus un investissement dans le locatif, on évite à des niveaux de patrimoine potentiellement élevés à terme et des situations de chacun évoluant potentiellement avec le temps. Au début, on est peut-être seul, célibataire, après on se met en couple, pourquoi pas pacsé, ensuite marié. Mais quelqu'un qui serait simplement pacsé, qui n'aurait pas de testament, potentiellement, s'il arrive un accident dans le couple, ça peut provoquer quelques dégâts derrière sur la succession quelque part. Et donc c'est en ce sens où, même à 30 ans, dès lors, en fonction de sa situation patrimoniale, c'est déjà intéressant, à mon sens, d'y intéresser, au moins pour se prémunir sur l'accident, succession. Plutôt que travailler la transmission, si tout va bien, on aura le temps de le faire. Mais voilà, après, pareil pour les familles recomposées avec les enfants, etc. de mettre en place les choses, la base, et puis d'évoluer, de faire un petit point peut-être annuel. Comme on irait voir potentiellement son médecin ou son cardiologue ou n'importe quoi pour faire un petit bilan. Son médecin généraliste pour faire un bilan, une prise de sang, et puis on repart tout neuf et on est heureux de savoir que tout va bien. Et c'est vrai qu'il faut vraiment penser comme ça. Et je pense que le long terme, c'est le plus important. Et tu l'as dit toi-même aussi sur le conseiller bancaire ou l'autre conseiller qui va être chez un CGP avec affiliation. Attention au turnover. Il faut vraiment faire attention au turnover parce que c'est vrai qu'une personne, on a beau vous dire que les dossiers sont transmis. Moi, je sais très bien comment ça se passe, la transmission de dossiers en banque privée. J'ai fait 2 postes, donc je sais que j'ai eu un changement de poste. Et ce changement de poste, je ne l'ai pas très bien vécu, dans le sens où on quitte des clients au bout d'1 an. On retrouve des nouveaux clients qui quittent leur conseiller, ça faisait qu'1 an et demi, donc ils sont encore mécontents de changer.
et on a des dossiers, on nous transmet que 10 dossiers sur 150 qui sont bien transmis. C'est vrai qu'il y a une transmission des dossiers qui est très faible et donc un accompagnement qui ne peut pas être réel. Dans le sens où, pour moi, il faut connaître la personne pour bien l'accompagner. Tu m'as dit que tu avais 2 enfants, j'ai retenu que tu avais 2 enfants, Ismaël. Et dans 5 ans, si on se parle encore, je sais que tu auras 2 enfants. Alors que quelqu'un qui arrive, il va falloir qu'il note, qu'il sache qui fait quoi, est-ce que ta fille va à la danse, et ainsi de suite. Mais tous ces sujets-là, c'est des sujets importants, parce que quand tes enfants vont avoir 18 ans, savoir ce que fait la fille ou ce que fait la personne, c'est savoir aussi quel va être le coût des études. Et donc comment on anticipe. C'est important de prendre le temps d'avoir un accompagnement long terme. Et tu l'as dit aussi, et ça c'est un avantage en notre faveur, on est jeune et donc on va pouvoir accompagner sur le long terme. On n'a pas 60 ans, on n'est pas proche de la fin du métier, donc tout va bien là-dessus. Super intéressant. Parler des frais, potentiellement, on sait très bien que sur quelconque investissement, bon, il y a la partie fiscale, c'est une certitude, il y a le côté rendement, mais il y a des frais et souvent des produits qui ont des frais d'entrée qui sont élevés, peut-être les SCPI aux alentours peut-être de 10%, certaines assurances vie, on est à 3-4% de frais d'entrée, plus des frais de gestion annuels, etc. etc. Rajouter un conseiller, un intermédiaire supplémentaire pour, in fine, aboutir sur un produit comme ça rajoute des frais forcément. Donc toi, tu le disais, tu peux travailler soit sous forme d'honoraires en termes de conseils, soit sous forme de rétrocommission. Qu'est-ce que tu vends comme produit? Comment vous situez? Est-ce que tu as 2-3 exemples pour voir un petit peu le coût de l'accompagnement? Très concret. De notre côté, si on accompagne quelqu'un, par exemple, qui a une somme de 500 000 euros à placer, sur cette somme de 500 000 euros, si on fait un contrat d'assurance vie, prenons un exemple, on va passer par un assureur. Et donc nous, on remplace l'intermédiaire qui est la banque, concrètement. L'intermédiaire, c'est donc le conseiller en gestion de patrimoine qui travaille avec l'assureur. L'assureur a des frais de gestion qui peuvent être aux alentours de 1%. Prenons un exemple simple, comme ça c'est plutôt simple. Ces frais de gestion de 1%, c'est des frais qui deviennent et qui sont récurrents tous les ans sur l'enveloppe d'assurance vie. Si on fait un calcul simple, 1% c'est 5 000 euros de 500 000 euros. Donc ces 5 000 euros-là, ça fait un récurrent pour le courtier et l'assureur. Donc j'ai bien dit pour le courtier, le conseiller en gestion de patrimoine et l'assureur. Ça veut donc dire que si vous passez directement par votre assureur, vous avez quand même 1% de frais de gestion. Mais si vous passez par un conseiller en gestion de patrimoine qui va chez l'assureur, on a toujours 1% de frais de gestion. C'est juste que l'assureur doit payer la personne qui a amené le client tous les ans de manière récurrente et donc on va se partager à peu près à équivalence les frais de gestion. Point important par rapport à ça. On pourrait se dire oui, mais si on va chez un assureur, pourquoi on n'a pas ces frais de rétrocession en dessous? Eh bien, tout simplement parce que l'assureur a besoin de conseillers en gestion de patrimoine, a besoin de payer également des conseillers bancaires pour vendre les produits, a besoin de faire connaître son offre. Donc c'est normal qu'il y ait des frais de gestion qui soient rétrocédés entre les parties. Point important également, si vous faites cette fois-ci le biais de passer directement chez un assureur qui est plutôt en ligne, qui va avoir des frais de gestion moindres. Vous l'avez compris, quand vous allez voir un assureur en ligne, vous pouvez très bien passer encore une fois par un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera les frais de gestion avec l'assureur ou qui vous dira par honoraire, et j'y viendrai. Et par rapport à ça, c'est important de comprendre que si vous allez directement faire tout seul, vous ne passez ni par la banque, ni par votre conseiller en gestion de patrimoine, mais vous allez devoir gérer votre contrat tout seul. Donc j'insiste là-dessus, c'est une différence et vous aurez les mêmes frais de gestion que si vous aviez été chez Boursorama, pour citer n'importe quelle assurance vie, chez Boursorama, chez Generali, chez Swiss Life, j'en citais plusieurs, comme ça il n'y aura pas de sujet. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez aller sur une assurance vie, vous choisissez, mais en tout cas, vous aurez les mêmes frais de gestion que vous passiez par votre conseiller en gestion de patrimoine ou par quelqu'un d'autre. Attention juste, et c'est là où j'insiste, à votre conseiller en gestion de patrimoine qui va vous vendre une assurance vie et vous dire les frais d'entrée c'est 3% ou 4% et vous ne pouvez rien y faire. C'est faux. On peut négocier les frais d'entrée, on peut tout négocier et tout se négocie. Donc ça, il faut le savoir, tous les frais se négocient. Les frais d'arbitrage, ça ne devrait pas exister non plus. Moi, je suis fervent défendeur de défendre le fait que les frais d'entrée ne doivent pas être supérieurs à 1% aujourd'hui, vu l'offre qu'il y a sur les marchés, et que les frais d'arbitrage ne doivent pas exister. On ne doit pas prendre des frais sur des frais. Donc c'est important que votre conseiller mange, oui, mais c'est important que vous mangiez plus que lui. C'est toujours ce que je dis. Donc il faut toujours que la rentabilité soit meilleure pour vous que pour lui. Exactement, et c'est vrai que c'est quand même le Far West, hein, comme tu le dis. Il y a vraiment de... Il y a de n'importe quoi, il y a des choses bien. Il y a vraiment de tout. Moi, à titre personnel, je sais que je suis investi sur les assurances vie en ligne, à faible frais, faible coût, qui sont potentiellement une performance. Alors, je suis en gestion, comment on dit Sous mandat peut-être, gestion déléguée? Oui, exactement, délégué. Je m'occupe de rien après, mais j'ai différentes assurances vie, dont aussi avec ma banque traditionnelle. Et là, je vois tout de suite la différence de performance où avec les frais
les frais d'entrée, les frais de gestion, etc., même sur un marché qui avait performé sur les années 2018-2010, etc., qui est arrivé à un pic, in fine, le rendement final de mon assurance vie était quasi nul. Je ne comprenais pas, donc les marchés avaient fait 10%, j'étais plus exposé sur l'unité de compte, et au bout du bout, je dis, attendez, il y a un problème dans l'équation, quoi. Donc, Et ben, sur les unités de compte, c'est vrai, mais il faut, nous, de notre cabinet, on lit actions en direct, ETF, donc gestion passive, gestion active. Je suis ni fervent défendeur de la gestion active, ni fervent défendeur de la gestion passive. Par contre, je vais choisir le meilleur placement pour mon client. Donc, si un ETF est meilleur que la gestion active, je vais choisir l'ETF. Et si dans une certaine gestion, dans un certain domaine, dans un certain secteur, la gestion active est meilleure que la gestion passive, je vais choisir la gestion active. Donc, c'est important de lier toutes les gestions. Aujourd'hui, je dis toujours, regardez pas les frais, regardez la rentabilité nette de frais. Et c'est totalement différent. Parce qu'il vaut mieux faire 10% de performance et payer 3% de frais de gestion que 3% de performance et payer 1% de frais de gestion. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est la rentabilité nette de frais. Mais il faut la regarder également sur 3, 4, 5 ans. Si vous voyez qu'au bout de 3 ans, votre conseiller en gestion de patrimoine et que votre placement est à moins 5 alors que les marchés font plus 25, vous pouvez effectivement vous poser des questions. Très clair. Quels sont les types de produits récurrents que vous commercialisez? Sur Société Civile de Placement Immobilier, donc SCPI, c'est très rare actuellement vu le marché immobilier, on vend très peu de SCPI de notre côté. On va vendre aussi également des assurances vie, des plans d'épargne retraite pour préparer la retraite et maîtriser sa fiscalité. On va également vendre de notre côté des PEA et des comptes titres, des plans d'épargne en action et des comptes titres pour accompagner les clients sur une poche action un peu plus dynamique, dans le sens où, tu le sais, sur un compte titre, on peut avoir des leviers, on peut avoir plein d'autres choses, des turbos, des warrants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses plus complexes que simplement des actions en direct. Et quand on va aller chercher une enveloppe assurantielle, que ce soit une assurance vie ou un PER, on va offrir aux clients la possibilité de travailler avec beaucoup d'assureurs. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a énormément qui travaillent avec nous. Donc c'est important de comprendre qu'on va essayer d'aller chercher la meilleure enveloppe au meilleur moment. Aujourd'hui, il y a des offres boostées sur les fonds en euros, donc on essaye vraiment de proposer la meilleure assurance vie pour profiter de ces offres boostées. Mais c'est important de comprendre qu'on va essayer d'aller chercher une offre financière. L'assurance vie étant une enveloppe fiscale, cette assurance vie, vous pouvez la trouver chez n'importe quel assureur. Maintenant, il faut trouver la meilleure offre financière avec le moindre frais de gestion et le moindre frais d'entrée. C'est regarder un peu la globalité de l'offre qu'il y a derrière. Oui, bien sûr, et puis avec les enjeux, encore une fois, de fiscalité, transmission, etc., Exactement. qui va correspondre à la situation à l'instant donné de la personne. SCPI, assurance vie, PER, PEA. Je veux dire que la priorité, c'est souvent les enveloppes assurantielles avec l'assurance vie et le plan d'épargne retraite, qui sont des enveloppes beaucoup travaillées, mais parce que l'enveloppe fiscale de l'assurance vie ou du plan d'épargne retraite est très intéressante la plupart du temps pour répondre à beaucoup d'objectifs de nos clients. Ok, donc ça c'est pour les produits. En termes de conseils d'accompagnement, donc une mise en relation avec des experts dans leur domaine. Tu parlais de comptabilité, chef d'entreprise, d'avocats, avocats fiscalistes potentiellement, comptables, notaires. Il y a d'autres produits, vous proposez par exemple du crowdfunding immobilier, est-ce que Tout vous à en fait, proposez? on en propose également du crowdfunding immobilier avec certaines sociétés de gestion. On propose, en fait, si quelqu'un vient vers moi et me dit j'ai entendu parler du Girardin, je vais lui expliquer de A à Z ce que c'est le Girardin et si ça répond à ses objectifs. Si ça répond à ses objectifs, je saurai le mettre en relation avec un acteur qui fait du Girardin. Si quelqu'un vient vers moi pour faire du crowdfunding immobilier, de la même manière, je vais encore une fois regarder si ça répond à ses objectifs. Si ça ne répond pas à ses objectifs, on va aller chercher un nouveau produit qui répondra à ses objectifs. Et si ça répond à ses objectifs, on va l'orienter très rapidement vers du crowdfunding immobilier pour correspondre à ses objectifs. Et après, on va chercher la meilleure plateforme pour travailler ça. On travaille avec pas mal de sociétés de gestion. Quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on est fortement courtisé sur la place par beaucoup de sociétés de gestion. Donc il faut savoir faire le tri. Et ça, c'est là-dessus que nous, on a recruté de nouveaux associés pour nous aider également à faire le tri entre les bonnes sociétés de gestion. Ok, ouais, super intéressant. Il faudra qu'on discute par rapport à la société Le Bon Flip. Tu n'es pas sans savoir qu'on lance. Alors, ce n'est pas une plateforme de crowdfunding, hein. On est vraiment marchand de biens et porteur de projets, mais on propose du financement participatif via de la prise de participation en obligation, enfin pas de la prise de participation, mais de l'obligation. Et on n'est pas une société de crowdfunding dans le sens où on porte nous-mêmes les projets. On propose vraiment le même mécanisme avec des structures, des plateformes agréées par l'AMF qui sont prestataires de services financement participatif qui peuvent le permettre dans un cadre légal. Mais donc, oui, il faudra qu'on en rediscute pour voir si ça peut intéresser. Parce que c'est vrai que d'une façon générale, le crowdfunding immobilier a eu le vent en poupe là, depuis 10 ans, a eu un peu son ordre de gloire, même si là, ça se tasse un petit peu en termes de délai, etc., notamment pour des grandes plateformes qui vont proposer peut-être plus des gros programmes de promotion, etc., ou avec après Covid, les délais, les retards suite aux travaux, etc. Mais il y a quand même
En tout cas, nous, ce qu'on propose avec le bon flip, ce que j'y vois, c'est un objectif d'une part de rendement qui peut être vraiment intéressant, boosté, comparé d'autres supports, et puis avec un délai quand même assez court-termiste en termes de retour sur investissement qui peut être intéressant. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, surtout si c'est forme par obligation, on achète de la dette. Donc, Exactement, oui. c'est intéressant. Donc de ton côté, c'est vraiment un projet que tu es en train de créer actuellement qui est déjà agréé par l'AMF et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors, le bon flip n'a pas vocation à être lui-même agréé par l'AMF, mais en tout cas, on passe par des plateformes qui le sont pour pouvoir se permettre d'émettre les obligations dans un cadre sécurisé, légal, réglementaire qui correspond. Et donc, la première levée de fonds arrive. Oui, à l'heure où l'épisode sera publié, ça sera fait. Voilà, le premier projet sera bien derrière nous, mais après, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres là dans les tuyaux pour l'instant. Voilà, mais l'idée, c'est vrai que c'est une rémunération potentiellement à plus de 10%. Et pareil, comme d'autres plateformes, pour les citer, Anaxago, Homunity, j'ai eu le plaisir Tout à fait, Anaxago, on travaille avec eux. D'avoir Quentin Romé de Homunity sur le podcast, ou Anaxago, tu cites, sont quand même donc les pionniers, mais qui proposaient quand même à l'époque un peu plus de 10 points. Aujourd'hui, les projets tournent autour de 8, 9 points pour des projets allant de 2-3 ans. C'est quand même potentiellement assez intéressant. Encore une fois, pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est un conseil en investissement, etc. Mais ça peut être intéressant pour booster un petit peu la performance d'un patrimoine global. De toute façon, il faut regarder d'un point de vue global. Donc, c'est comme tout. Moi, je considère que l'actif du crowdfunding n'est pas comme un actif alternatif, c'est-à-dire qu'on peut en mettre un peu plus que 5%. Et surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que 2022, 2023, 2024, c'est des années qui ont été compliquées pour le crowdfunding immobilier. Par contre, là, fin d'année 2024, que tu me racontes ça, c'est vrai que s'orienter sur le marché immobilier actuellement, quand le marché commence à vaciller un petit peu et profiter d'opportunités maintenant, peut être très intéressant pour les rendements futurs. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je ne rentrais pas sur l'immobilier avec mes clients et aujourd'hui non plus. Par contre, l'année prochaine, 2025, risque d'être une année à immobilier. Je me permets de te couper simplement quelques secondes pour te confirmer que l'opération en cours avec le bon flip a bien débuté. Nous sommes en pleine phase des travaux. Et donc, si ça t'intéresse de découvrir les dessous d'une opération d'achat-revente, je t'invite à t'inscrire sur lebonflip.com/VIP et tu découvriras tous les chiffres, la marge, le nombre d'investisseurs, comment on mène les travaux sur cette opération de marchand de biens et tu seras même averti en avant-première des prochains projets. Tu retrouveras le lien en descriptif de cette émission. Encore une fois, c'est lebonflip.com/VIP. Et maintenant, sans plus attendre, je te laisse en compagnie de Jérémy pour la suite de cet épisode. Ouais. Vous proposez de la crypto, des cryptoactifs ? Cryptoactifs, on n'en propose pas. Par contre, on travaille avec des personnes qui en proposent. C'est-à-dire qu'on en propose à nos clients. C'est-à-dire que, encore une fois, si quelqu'un vient me voir et me dit que je veux faire de la crypto-monnaie, je vais savoir sa réponse objective. Je vais regarder un peu par rapport à son patrimoine pour pas qu'il s'oriente trop sur la crypto-monnaie. Si ça répond à ses objectifs et que c'est un actif alternatif et donc un actif qui ne représente pas trop son patrimoine, je vais pouvoir lui dire effectivement d'en mettre une poche. Et donc, pas plus pour l'instant mes clients là-dessus. Par contre, je leur dis qu'à titre personnel, j'en ai aussi, mais que ça ne représente pas beaucoup par rapport à mon patrimoine. Donc, on en propose et on passe par des partenaires qui travaillent avec nous, encore une fois. Mais les gros partenaires de la place. Ouais. Ça va être quoi typiquement Crypto.com, on va travailler avec Coinbase, Silvest, petit acteur. Voilà, on travaille avec des gros acteurs. Ouais. Super intéressant. Je ne sais pas, quel est peut-être d'autres points sur l'œil du CGP ou ce que vous pouvez proposer en accompagnement, etc. pour vraiment finir ce tour d'horizon. Sur le conseiller en gestion de patrimoine, pour te répondre Ismaël, c'est vrai qu'on a un accompagnement aussi qui va être principalement patrimonial. Donc j'insiste là-dessus depuis le début, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va souvent commencer avec nos clients qui sont entrepreneurs de leur patrimoine. Une étude patrimoniale pour répondre à leur objectif. Cette étude patrimoniale, c'est une étude fiscale, une étude juridique, une étude sociale et une étude financière. C'est-à-dire qu'on va répondre aux 4 aspects, fiscal, juridique, social et financier. Quand je parle de social, on a toujours l'impression, mais c'est quoi le social ? C'est la préparation de la retraite, tout simplement. Combien vous coûtez pour augmenter votre retraite ? Comment vous pouvez peut-être développer votre patrimoine financier à côté de votre entreprise ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent « ça fait 20 ans que je suis dans le cambouis, 20 ans je ramasse beaucoup de thunes, par contre ça fait 20 ans je fais n'importe quoi sur ma rémunération. Ça fait 20 ans je me verse 100 000 € de salaire alors qu'on aurait dû optimiser entre salaire, dividende, optimiser entre la charge sociale et la charge patronale, peut-être travailler la SARL plutôt que la SAS. C'est un peu tout ça qu'on fait aujourd'hui nous, avec nos clients entrepreneurs et avec les clients qui sont salariés, on va les accompagner vraiment pour répondre à leurs objectifs
Et donc ça peut être la mise en place de produits financiers, mais ça peut être aussi la mise en place d'accompagnement sur la transmission, donc une étude patrimoniale. Et à côté de tout ça, il y a mon métier maintenant sur les réseaux sociaux aussi, qui est un autre métier d'éducation financière. Et là, c'est l'éducation financière pour tous, et c'est un peu nos valeurs aussi qu'on met au profit de tout le monde. Je sais que le podcast, l'art de la gestion patrimoniale, et qu'on t'invitera très très rapidement sur le podcast. Je pense que même notre épisode sortira avant le tien. Mais en tout cas, ça sera plaisir d'échanger sur le marchand de biens, et qui est un autre sujet intéressant aussi. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi qui permet vraiment d'éduquer financièrement, et je pense que ça va être le sujet du gouvernement en 2025. Je suis presque persuadé. Donc je pense qu'on sera aussi sur la bonne tendance là-dessus, et c'est quelque chose qui permet d'éduquer tout simplement les Français, et on devrait l'avoir à l'école, on ne l'a pas, donc on va essayer de combler ce manque qu'il y a à l'école. Derrière, on est en train d'écrire un livre, donc, avec les éditions Larousse qui nous ont contactés pour faire un peu la gestion de patrimoine pour les nuls. Mais Super. Donc ça va être génial, un autre projet. Voilà un petit peu les projets du métier de conseiller en gestion de patrimoine, qui ne peut pas accompagner tout le monde, et j'insiste, mais qui essaye de proposer au plus grand nombre un conseil, et du moins pas un conseil, mais du contenu de qualité, comme ici aujourd'hui pour parler du métier. Super, excellent. Tu as le nom de ton livre et une date de sortie Par prévue? contre, il va sortir en septembre 2025. Larousse nous a contactés, donc c'est pas nous qui les avons contactés. On n'est pas du tout comme projet de faire un livre. En tout cas, on a 1 an pour l'écrire. Donc là, on est au 6e chapitre, pour tout te dire, sur 12. Et donc quand il sera sûrement sorti, on sera peut-être à 8 ou 9, mais on avance sur les chapitres. On doit le rendre en janvier 2025 pour une sortie en septembre. Ok, ouais, super, ouais, ça doit être intéressant ce process d'écriture. Et puis Larousse, c'est très carré, donc il faut suivre un beau process. J'imagine qu'ils ont une charte assez bien prédéfinie. Ouais. Top, en effet, ouais, tu es actif sur les réseaux, donc tu as parlé de ton podcast en émission, donc l'art de la gestion patrimoniale. Tu participes donc activement à cette pédagogie éducative, en tout cas financière. Tout comme toi. Et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a quand même la chance en 2024 d'avoir accès à des ressources de façon gratuite, de façon vraiment libre d'accès, etc. Vraiment facile. On peut écouter ces émissions dans la voiture, au sport, etc. En faisant son ménage, sa cuisine ou autre. On peut lire des livres. Le tien fera partie pour 20 €, avoir accès quand même à des ressources très intéressantes. Très intéressantes. On peut se former, aller plus loin, etc. Mais c'est pour ça aussi, pour combler, pour finir à ta phrase. Je trouve que ce type de choses, cette éducation financière pour tous, au final, ce qu'on prône tous actuellement sur plusieurs plateformes, on connaît pas mal de personnes qui font ça. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui se mettent sur le sujet, parce que ça va enlever de nombreux acteurs qui sont des mauvais acteurs de la gestion de patrimoine. On va plus pouvoir vendre de la merde à un client. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'un client va pouvoir avoir cette ressource pour savoir si ce qu'on lui vend, c'est bien ou pas bien. Et ça, c'est génial. Ça veut donc dire que les bons conseillers, les personnes comme nous, qui essayons vraiment d'être honnêtes avec nos clients et de parler en toute transparence et vraiment en toute confiance, c'est ça qui va être le métier du conseiller en gestion de patrimoine dans 10 ans. Et ça, j'en suis persuadé. Ouais, c'est sûr et certain. Ça, le fait de démultiplier, de démocratiser comme ça, c'est vrai que ça va éliminer un petit peu certains charlatans en tout cas, et puis ça permet de faire évoluer vraiment toutes les consciences et donc d'améliorer la qualité de service d'une façon générale. Pour discuter, même j'imagine que toi c'est pareil, tu as certainement d'anciens banquiers, etc., avec qui tu as encore contact et qui doivent être pas émerveillés, mais en tout cas ravis d'entendre comme ça, de t'entendre peut-être, que ce soit sur ton podcast ou quoi, et puis ça permet de donner des éléments, parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être expert de tout. Mais le fait comme ça d'avoir au moins une culture et un horizon un petit peu 360 degrés, ça permet au moins, le jour où on se retrouve face à un conseiller qui lui va être expert niché, au moins de savoir qu'on est dans la bonne direction et de nous conforter. Et donc c'est intéressant pour ça. En tout cas, bravo pour ton travail. Je crois que tu es présent sur aussi Instagram et TikTok fortement. Ouais, totalement. C'est des plateformes qui sont très intéressantes pour l'éducation financière, parce que là on touche tout le monde. Et donc c'est vrai qu'on est très présent aussi sur Instagram et TikTok. Bonnet et doyen conseil, tout simplement. Ouais, j'ai été surpris sur TikTok. Tu me disais là juste avant qu'on enregistre que c'est une plateforme qui vous arrivez à toucher quand même un certain public et pas simplement le jeune de 15 ans qui regarde la danse de 2 minutes pour se divertir, mais vous arrivez quand même à... Ouais, c'est vrai que sur TikTok, c'est une plateforme qui était surprenante. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'en parlant d'OBO, de Norbayehout, ou de LMNP, ou de SCI, ou autre sujet entrepreneurial, on ne pensait pas qu'on allait toucher des entrepreneurs. Et au final, il y a beaucoup de personnes qui sont dessus, parce que je pense que TikTok remplace Instagram pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Instagram reprend un peu de la valeur du fait de l'actualité sur TikTok aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est deux plateformes qui sont très intéressantes pour toucher un grand nombre de personnes.
et toucher des personnes très qualifiées aussi. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que c'est pas des plateformes qui vont nous amener beaucoup de clients, pour répondre à la question aussi par rapport à ça, mais qui vont nous amener beaucoup de personnes qui vont nous remercier pour le contenu et qui prendront peut-être rendez-vous dans 1, 2 ou 3 ans après avoir suivi longuement nos épisodes ou nos vidéos. Super intéressant. À titre personnel, toi, Jérémy, tu es investi dans quelle classe d'actifs? Actuellement, je suis principalement investi sur des choses qui sont peu risquées, mais j'étais très fortement investi sur les marchés actions auparavant. Okay. Aujourd'hui, voilà, j'ai réduit la voilure sur la partie action. Ça ne veut pas dire que je suis sorti totalement, ça veut dire que j'ai juste pris les plus-values. C'est ce que je dis à mes clients. Quand on gagne de l'argent, il faut savoir aussi des fois les mettre de côté. Donc, je suis principalement investi sur des assurances-vie ou des plans d'épargne retraite, sur la partie obligataire, monétaire, fonds en euros, un peu d'actions forcément. On diversifie et on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Mais il faut savoir prendre les plus-values quand elles y sont. Et aujourd'hui, on a des classes d'actifs qui rémunèrent plus qu'auparavant. Donc c'est pour ça que la classe obligataire est plus intéressante qu'auparavant. Donc j'en ai rajouté dans mes allocations. Donc voilà un petit peu comment je suis orienté avec beaucoup de à dire là-dessus. C'est-à-dire que avec un point important à dire, c'est quand même que c'est par rapport à mon profil investisseur et mon profil de risque que j'ai fait cette allocation pour moi-même. Donc ça ne veut pas dire que chaque personne peut faire la même chose. C'est important de comprendre qu'il y a du risque dans l'actif obligataire, il y a du risque dans l'actif monétaire et il y a du risque dans l'actif action. Le fonds en euros étant un actif sans risque qui permet vraiment d'avoir un rendement intéressant actuellement, si on peut appeler ça intéressant, entre 3 et 5%, mais c'est toujours un rendement sans risque qui est mieux qu'auparavant. Nous, je cherche toujours à faire mieux que l'inflation de mon côté, je cherche toujours à faire mieux que l'inflation pour mes clients, je cherche jamais à vendre du rêve à mes clients. Et s'il y a des clients qui veulent prendre beaucoup de risques, ils vont aller sur les actifs plus risqués. Donc on parle de crowdfunding immobilier, on parle d'actifs actions, on parle de crypto-monnaie, on parle d'autres actifs comme l'immobilier un peu plus ajoutée, l'immobilier qui va être plus rentable et plus risqué du coup. Je dis toujours qu'il y a un couple qui divorcera jamais en France, c'est le couple rendement-risque. Donc ça c'est certain. Plus on prend du risque, plus on a du rendement potentiel. C'est important de le comprendre. Plus on prend du risque, plus on peut perdre aussi de l'argent. Donc c'est toujours le couple qui divorcera jamais. C'est une certitude. Sur ce couple, j'avais fait un post LinkedIn qui avait fait pas mal réagir, justement, où je disais que c'était la plus grande ineptie, justement, sur le monde de l'investissement, ce couple risque-rendement, où, à mon sens, on lui attribue une corrélation, parfois sous-entendue linéaire. Ce n'est pas linéaire. Et c'est justement à l'inverse, tout le but d'un investisseur, et justement, c'est votre but aussi, indépendamment de chercher de la performance pour la performance, c'est justement de trouver potentiellement à maximiser en fonction de ses objectifs, etc., bien sûr, mais à maximiser son rendement tout en réduisant son risque. Et c'est-à-dire qu'on peut potentiellement avoir des opportunités, je sais pas moi, à 10% qui sont aussi peu risquées qu'un autre placement, peut-être à 3%. Exactement. Il faut regarder le rapport. Exactement. C'est le risque sur le rendement ou le rendement sur le risque, il faut regarder le rapport. Je prends l'exemple du livret A. Il était à 1% il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, il rémunère à 3%. Il n'est pas 3 fois plus risqué aujourd'hui. C'est exactement le même risque. Exactement. Voilà. Par contre, on est dans un autre contexte, etc. Et donc, le livret A, pour moi, on a un risque à 1 pour un rendement à 3. Donc, on a un rapport à 3. Parce que le risque minimum sur une échelle de 1 à 7 étant à 1. Donc, on a un rapport à 3. Pour faire mieux que 3, c'est pas facile aujourd'hui. Par rapport à avant, je parle. Mais c'est vrai que si on prend un risque à 2 pour des actifs obligataires actuellement, on a un rendement à 6 par rapport à 3. Les actifs actions, aujourd'hui, vu les marchés financiers qui sont très élevés, on a un rendement un risque qui va être aux alentours des 4, 5 pour un rendement estimé à 8, 9. Donc on a un rapport à 2. Mais il faut juste bien orienter, effectivement, je suis d'accord, c'est pas du tout linéaire. Exactement, et puis c'est une belle vision, un bel exemple comme ça de mesurer cette échelle de risque. Mais ouais, c'était la petite aparté sur ce couple risque-rendement. Mais j'avais bien aimé ton post, parce que je suis totalement d'accord, il faut bien l'optimiser, et la diversification va réduire aussi le rapport. Exactement. Donc il faut juste bien maîtriser, c'est notre métier, de bien maîtriser le risque. Je pense qu'aujourd'hui, pour des risques qui sont aux alentours des 2, 3, 4, on peut avoir des rendements faciles à 5 ou 6%, sans prendre trop de risques. Attention, s'il y a un peu de risque, si on dépasse le 1, ça veut dire qu'il y a une perte potentielle. À chaque fois, j'insiste là-dessus, parce que toute personne qui me dirait « oui, moi j'ai des rendements à 10% tous les ans », c'est faux. Des rendements à 10% tous les ans, à moins que tu aies le placement du rêve que personne n'a vendu sur le marché et que c'est incroyable. Mais 10% tous les ans, il faut faire attention, il peut y avoir des années de trous ou des années compliquées, on peut être sur un placement qui peut être complexe. Donc c'est toujours bien regardé. Oui, bien sûr. Et puis il y a des notions, par exemple, ça peut être investi dans l'immobilier, on peut peut-être faire du 10%, mais ça va demander du travail, de l'énergie, c'est pas passif. On va devoir mettre en place des actions pour, réaliser des travaux, etc., donner de la valeur.
Et donc, c'est plus du tout passif, et donc ça n'a strictement rien à voir. Il y a d'autres placements qui vont être illiquides, ou en tout cas bloqués dans le temps, etc. etc. Et donc, mis tout ça dans la balance, il n'y a pas que le rendement, et en effet, des personnes qui se targuent, on le voit, hein, d'ailleurs, même sur les plus grands fonds mondiaux en fonction, ils ne sont pas toujours déjà dans le positif, ne superforment pas forcément le marché, ont même pour beaucoup du mal, alors que ce sont les plus grands fonds à apprendre. En tout cas, c'est intéressant de l'entendre dire, et notamment de ta bouche, Jérémy, ancien banquier privé, aujourd'hui voilà, associé sur le cabinet le cabinet Bonnet et Doyen Conseil, d'entendre un petit peu ces propos, de mesurer en tout cas, et c'est toujours intéressant de l'entendre. Parce que, encore une fois, sur les réseaux, on va trouver un petit peu potentiellement de tout, et du vendeur de rêve. Ouais, il ne faut pas vendre de rêve aujourd'hui. Il faut toujours regarder le rapport. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc il y a des possibilités de faire des belles choses, mais voilà, ça demande un petit peu de travail, un petit peu de connaissances, un petit peu. Voilà. Donc tu es un fervent défenseur forcément de la diversification. Il y a un livre que j'adore, moi, qui est le livre de Ray Dalio, Principle, qui va avoir lui une approche avec le All-Weather Portfolio, avec ce diagramme qui est coupé en 4, avec 25% en actions américaines, 25% en small cap, je crois que c'est 25% obligataires, et puis 7% et demi de matières précieuses, et puis après je sais plus quoi, mais une diversification comme ça de classes d'actifs qui répond à un simple enjeu. C'est en fonction dans le temps, on sait qu'on c'est cyclique, on va passer des périodes de crise, de récession, d'inflation, etc., ou alors de croissance à l'inverse. Mais justement, avoir ces classes d'actifs qui sont décorrélées les unes des autres permet d'avoir une résilience sur le portefeuille global. Et j'aime bien cette vision, même si je ne la maîtrise pas parfaitement, celle de Ray Dalio, et je n'applique pas, parce qu'il va être porté sur les marchés américains essentiellement, etc. Mais j'aime bien en tout cas cet état d'esprit. Quel est pour toi un portefeuille, une répartition de portefeuille, on va dire, équilibrée, généraliste, même si on ne peut pas répondre, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais si on devait tirer un trait. Donc un profil équilibré. Un profil équilibré, quelle serait une potentielle répartition à tes yeux intéressante? Un profil équilibré, la plupart du temps, on va se retrouver en moyenne entre 30 et 50% d'actifs sans risque. Monétaires qui sont moins risqués, qui ont risque à 1, mais qui peuvent quand même baisser si les taux baissent. C'est important de le comprendre. De notre côté, la plupart du temps, donc un profil équilibré, il y a entre 30 et 50% d'actifs sans risque. Derrière cet actif sans risque, on va mettre une diversification des poches entre la part immobilière et la part obligataire. Ces trois parts vont avoir une différente... ces trois parts vont être totalement dissociées de l'une de l'autre. Pour moi, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas mettre forcément 20%, 20%, 20% et 40% de fonds en euros. Pas du tout. En fonction des périodes, et là l'actif obligataire reprend de la valeur. Pour moi, avoir de l'actif obligataire en portefeuille est beaucoup plus intéressant qu'à 5 ans. Il y a 5 ans, l'actif obligataire, ça rémunérait entre 0 et 2%, comme le livret A qui rémunérait 0,5%. Donc l'actif obligataire, dans mes allocations à l'époque, n'était pas représenté. Donc quand on enlève l'actif obligataire, on cherche d'autres actifs. Et c'est là où, à l'époque, on disait « Tina, there is no alternative », on doit caler sur les actions. Et à l'époque, c'est vrai que pour des profils équilibrés, on avait un actif sans risque qui représentait beaucoup et un actif action qui représentait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que pour un profil équilibré actuellement, dans la période actuelle, ce qu'on conseillerait et ce qu'on pourrait mettre en avant auprès de nos clients qui ont ce profil-là et qui ont un profil investisseur à vouloir prendre un petit peu de risque, parce que quand on a un profil équilibré, on veut prendre un peu de risque, plutôt principalement sur la poche fonds en euros, la poche monétaire, la poche obligataire et un peu de poche action. Du fait que les actions sont au plus haut, que sur le long terme, c'est un actif hyper intéressant, donc il faut le mettre. Parce que c'est pas parce qu'on est au plus haut et qu'on cherche à timer le marché que c'est facile. Donc il faut quand même le mettre, parce que je trouve qu'on va partir sur des beaucoup plus hauts dans les mois à venir. Donc on essaye d'avoir vraiment une poche qui est plus représentée par l'actif obligataire qu'auparavant, mais j'insiste, le profil équilibré d'il y a 5 ans, je ne mettais pas d'actif obligataire dans mes allocations. Ouais. Aucun actif obligataire. Donc il y avait vraiment une poche action qui était fortement représentée il y a 5 ans. Ouais, super intéressant, ouais. Donc, on essaye de regarder le marché. Les matières premières aussi peuvent faire partir de ces actifs et de ces allocations. L'or, actuellement, avec les tensions géopolitiques, faisait partie de nos allocations pour 5-10%. Donc c'est vrai qu'on avait rajouté aussi certaines matières premières. Je t'ai évoqué donc ce livre de Ray Dalio, Principle. Est-ce que toi, tu as des ressources Je pense que c'est un livre que tu connais très bien. Des livres que tu peux conseiller à des personnes qui s'intéressent sur le monde du patrimoine, de l'investissement, d'une façon générale. Quelles ressources tu pourrais conseiller? Je pense effectivement que c'est un livre que tu connais très bien. Père riche, Père pauvre. Je trouve que c'est un livre hyper intéressant sur la notion d'actif et de passif. C'est tout. C'est le seul livre que j'adore et que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui. Sinon, il y a plein d'autres que je lis, mais
Ce livre-là, pour moi, il est très très parlant et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la gestion de patrimoine par la suite. Parce que j'avais compris la différence entre un actif et un passif et j'avais compris qu'il fallait mieux posséder des actifs que des passifs dans sa vie. D'où nos voitures avec Ismaël, qui ne sont pas des Audi ou autres voitures, mais qui ne sont pas des passifs du coup au final. Donc c'est vrai que la plupart du temps, il faut savoir gérer ce que c'est qu'un actif, comprendre déjà la différence entre un actif et un passif. Et je trouve que Robert Kiyosaki, dans son livre, avait fait quelque chose d'hyper intéressant pour bien comprendre la nuance entre les deux et s'arrêter juste là-dessus. Ça m'avait permis de comprendre que je voulais des actifs dans ma vie qui allaient me rémunérer. Je ne parle pas de revenus passifs, hein, j'insiste, je ne veux pas devenir rentier. Rentier, c'est un métier. Devenir rentier de l'immobilier, c'est du vrai travail la plupart du temps, sauf si on délègue tout. Et là, on a un niveau de patrimoine que peu de personnes peuvent se permettre aujourd'hui. De notre côté, sur la notion entre actif et passif, je trouvais ça intéressant de bien comprendre qu'une résidence principale est un passif. Et ça, c'est quelque chose de très complexe à comprendre. Mais moi, je dis toujours que la résidence principale n'est pas un passif, mais c'est un passif pour vous, mais un actif pour vos petits-enfants ou pour vos enfants. Donc voilà comment je le vois un petit peu ce livre, et je l'avais aussi tourné à ma manière à la fin. Mais voilà, j'adore ce livre. Merci pour cette recommandation. Est-ce que tu as un mantra, une citation que tu aimes te répéter ou que tu aimes partager autour de toi ? J'aime bien dire que on organise notre emploi du temps comme on veut. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas le temps, qu'il manque de temps, c'est faux. C'est juste qu'il ne veut pas prendre le temps pour moi. Donc c'est totalement différent. Donc j'aime bien dire ça, j'aime bien rappeler ça à tout le monde. Quand quelqu'un va me dire, ou quand un client va me dire qu'il n'a pas de temps, je vais dire, vous ne prenez pas de temps pour vous. Donc c'est important de le comprendre. C'est-à-dire lui mettre les choses en face. J'aime bien cette phrase-là, parce que j'aime pas dire que j'ai pas de temps, je vais dire je ne peux pas prendre le temps pour. C'est totalement différent. Parce que si on a tous 24 heures dans une journée, on a tous les mêmes journées. Même si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait du 8h, 22h, si vous voulez prendre 10 minutes pour répondre à quelqu'un, vous le pouvez dans votre journée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va s'ajouter à votre journée, donc vous ne voulez pas prendre le temps pour. Et ça, on peut le comprendre aussi. Mais c'est vraiment différent, et je trouve que je dis toujours à mes associés, on peut prendre le temps pour, et si on n'a pas envie de le prendre, on dit juste qu'on n'a pas envie de le prendre. Exactement, il faut être honnête, c'est une des expressions qui m'insupporte le plus quand j'entends quelqu'un dire « je n'ai pas le temps ». Moi, c'est pareil. Je n'ai pas pris le temps, mais on a tous le temps de faire les choses, exactement. Écoute, mille merci Jérémy, c'est vraiment passionnant. On peut te retrouver sur, donc je l'ai dit, sur Instagram, sur TikTok, il y a ton podcast, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou non, si quelqu'un veut te contacter, faire appel à vos services, au cabinet ou autre, ou sinon je te laisse le mot de la fin avec grand plaisir, Jérémy. C'est très gentil, Ismaël. En tout cas, je ne veux rien rajouter, si ce n'est que oui, si vous voulez faire appel à moi, c'est simple, vous allez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, TikTok et Instagram, c'est Bonnet et Doyen Conseil, et puis le podcast, c'est l'art de la gestion patrimoniale. Et sinon, vous cliquez juste Bonnet et Doyen Conseil et vous avez le site internet, et vous allez donc pouvoir prendre rendez-vous avec nous si vous avez envie d'avoir un contact privilégié et peut-être un conseil personnalisé en fonction de votre situation. Super intéressant, on peut te retrouver sur LinkedIn également ? Exactement. Ok, super. Et écoute, en tout cas, j'ai apprécié passer ce moment ensemble. J'adore ta petite formule. Tu accompagnes les entrepreneurs de leur patrimoine. Donc les entrepreneurs du patrimoine qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent prendre le temps justement de te contacter. Allez-y avec grand plaisir. Et puis Jérémy pourra répondre à toutes vos interrogations. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et puis à toutes, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Ismaël. Et encore mille merci à Jérémy pour cet échange passionnant. Alors, j'adore beaucoup cette vision, son approche de vouloir accompagner les entrepreneurs de leur patrimoine. Bien sûr, vous pouvez faire appel au service de Jérémy, je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si comme moi, vous avez particulièrement apprécié cet échange, je vous invite à le dire en commentaire et mettre la note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup pour diffuser ce podcast. Et aussi et surtout à partager cette émission. On connaît tous forcément un ou deux amis à qui cet échange pourrait servir. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission de La Bonne Fortune. Et ciao!